Bon, alors Daniel, il y a tout un paquet de questions là, donc il va falloir y répondre le plus brièvement possible si on veut passer au travers de tout ça. Oui, puis non, puis peut-être. Non, un peu plus que oui, puis non, et que peut-être. Disons 2 ou 3 minutes sur chacune des questions. Non, correct. Alors, il y a beaucoup de constatations. D'abord, les gens ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la place, que c'était très intense. Exemple, c'est la première fois que je viens vous écouter en conférence. J'ai des problèmes à suivre, mais je me sens bien. Quel en est le mécanisme? Bon, on a déjà souvent parlé ici, c'était presque traditionnel d'avoir des personnes qui assistaient aux conférences du vendredi et qui payaient 7 dollars et qui dormaient toute la conférence et qui s'en retournaient après. Et puis, à l'époque, on avait des tables. Les tables, on les met de temps en temps, les autres de temps en temps. Ça dépend de notre gérant. Et les personnes dorment toute la conférence. Après ça, ils partent, ils passent une bonne semaine, puis ils reviennent encore chercher une autre conférence. Ils dorment, ils prennent la cassette parce qu'ils veulent les savoir pourquoi ils sont venus. Mais ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils dormaient. Alors, ils n'ont pas pu comprendre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a différents mécanismes qui ne sont pas suffisamment connus du public pour pouvoir juger de la valeur de quelque chose, parce qu'il y a toujours l'expression matérielle ou, au niveau d'une conférence, l'expression orale, et il y a l'expression énergétique. Alors, si on regarde, et c'est connu depuis longtemps, parce que si on prend l'exemple des églises, si on prend l'exemple des musiques grégoriennes, si on prend l'exemple de toute l'importance attachée à la vibration vocale et orale et musicale pour créer quelque chose. Sauf que lorsque un orateur est capable de créer une ambiance ou de créer, sans faire de farce, on fait des farces parce qu'évidemment, à évoluer, ça devient comique, mais disons, si à un moment donné, dans la parole, il y a beaucoup plus que ce qui est dit. Il y a l'énergie qui véhicule. Et cette énergie-là, elle n'est pas psychologique, donc elle ne manipule personne. Et ça, il faut bien faire la différence entre une énergie émotive, où on essaie de vendre de l'émotion pour que le monde embarque dans la même émotion, puis là, à un moment donné, ben, là, elle manipule la personne. Alors, ce qui n'est pas pareil. Alors, l'énergie qui va surtout transparaître au niveau des conférences que je vais donner et que certains, mais rares autres conférenciers vont donner, c'est une énergie qui est beaucoup plus d'ordre supramental, donc qui va tendre à supporter la personne pour qu'elle, lentement, pour que son degré vibratoire augmente suffisamment pour qu'à un moment donné, elle puisse comprendre de par elle-même. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une personne peut se sentir bien puis rien comprendre, comme elle peut comprendre la semaine suivante, un mois après, où tu vas tout d'un coup avoir un déblocage. Il y a une période d'adaptation, mais il y a un transfert d'énergie qui se fait dans la salle à ce moment-là. Exactement. Et ce n'est pas mon énergie qui est transférée. Et ça, c'est important qu'on comprenne bien le mécanisme. Ce n'est pas mon énergie. Je laisse passer une énergie qui, évidemment, est assimilée et assimilable par tout le monde. Mais ce n'est pas mon énergie. Je ne suis pas la dynamo. Alors là, ça va à peu près dans le même sens. Je n'ai pas très bien compris, mais c'est la première fois que je ressens une énergie d'authenticité chez un conférencier. Ici, une autre qui dit, c'est la deuxième fois que je vous entends ici, et je, Libération. oui, et je comprends surtout la deuxième semaine qui suit votre exposé. Pouvez-vous m'expliquer cela? Bon, ben c'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est que énergétiquement, la personne, énergétiquement, ça veut dire quoi? Ben alors évidemment, à un moment donné, je le dis de temps en temps, on a d'une terminologie qui est assez particulière parce qu'elle exprime mieux, disons, des choses, des visualisations, des points de vue que d'antiques mots Il y ou a, des il y a mots un complexes. langage spécialisé, ça c'est Veut certain. Il pas. y a un Alors, en médecine, on vocabulaire. en a Ouais, un. ouais. En ésotérisme, on en a un. Au niveau de la conscientisation, on en a un. Des religions, il y en a un. Faut qu'on s'adapte au vocabulaire. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, énergétiquement, disons que l'énergie passée dans une conférence va facilement suppléer au manque de vocabulaire. On a déjà eu une personne qui assistait à une de mes conférences, c'était un Hawaïen qui ne parlait qu'anglais, et par après, il a parlé en anglais avec quelqu'un d'autre de ce qu'il pensait que, puis il avait à peu près compris tout ce qui se passait au niveau de la conférence, malgré qu'il ne comprenait pas la langue. Alors, il avait évidemment tellement été impressionné qu'il n'est pas revenu. Bon. Mais c'est pas. Non, c'est parce qu'il reste à Hawaï. Il était peut-être de passage ici, il faut comprendre. Alors, ce qui arrive, c'est que le support vibratoire permet beaucoup à la personne, et cette énergie-là, évidemment, elle l'habite, elle s'en va avec, elle est mieux, elle comprend mieux, sauf si son ego lutte toute la soirée contre l'énergie. Alors, elle va quand même avoir cette énergie, mais la lutte va se poursuivre chez elle. Va être choqué. Oui, mais ça va se poursuivre chez elle, justement, parce que l'énergie l'habite, l'énergie veut faire en sorte qu'elle comprenne quelque chose. Si une personne est déjà de mauvaise humeur ou est choquée, c'est qu'il y a quelque chose qui va déjà pas. Parce que dis n'importe quoi, dis-moi des bêtises, dis-moi la vérité, dis-moi des mensonges, ça me choque pas. Ça n'a aucune importance. Si la personne est choquée, c'est qu'elle a lutté.
Et si elle a lutté, l'énergie, c'est l'énergie qui l'habite, qui est elle, de l'énergie supramentale, de l'énergie d'intelligence qui l'habite et qui la transforme, veut pas. Ça provient certainement de ce qu'elle confronte ses propres préjugés à ce qui est entendu, ce qui est dit en Et elle sa commence à mémoire, voir, en fait. c'est ça, c'est qu'elle commence à voir des choses et elle ne veut pas voir ces choses-là parce qu'elle a en mémoire la certitude, ce qu'on appelle la foi, que ces concepts sont authentiques, sont plus authentiques encore que la réalité. Alors, lorsqu'elle commence à voir la réalité, elle ne veut pas. Alors, évidemment, elle est choquée. C'est comme lorsqu'une personne meurt dans notre famille, on est choqué. Parce qu'on veut pas voir la réalité. Et c'est la même chose. L'homme commence à se conscientiser, l'homme voit de mieux en mieux, et l'homme, s'il lutte, évidemment, il va y avoir certains problèmes. Alors, la personne, si elle comprend une semaine ou 2 semaines après, comme après un séminaire PMC, par exemple, souvent, l'énergie que les personnes vont pouvoir capter dans un séminaire, cela peut les entretenir pendant 1 mois, 1 mois et demi, même 2 mois. Assez que souvent, je leur suggère, après un séminaire PMC, de ne pas prendre de décision qui changerait leur vie, parce qu'ils vont la prendre avec une vision particulière, d'un point de vue particulier, le point de vue énergisé, et 2 mois après, l'énergie s'en va lentement parce qu'ils ne sont pas encore capables de la recevoir directement. Et à un moment donné, ben là, ils savent plus pourquoi ils ont pris cette décision-là. Parce qu'ils n'ont plus le même point de vue. Alors, ils comprennent plus, ils sont plus aussi actifs. Alors, c'est normal qu'après un laps de temps, qu'une personne intègre à un moment donné une connaissance, parce que la connaissance, c'est quelque chose qui est vibratoire, qui se communique par l'intermédiaire de la parole, mais pas juste de la parole. Alors, entendre entre les mots, c'est souvent capter l'énergie au lieu du mot. Le mot aide un peu, mais l'énergie surtout. C'est comme à la radio. Lorsque je parle à la radio, il n'y a pas la même énergie. Il y a plus de choc parce qu'il n'y a pas l'énergie pour suppléer, pour donner la possibilité de comprendre ce que je dis. Comme hier, il y a des auditeurs qui m'appelaient. Et il y en a 2, entre autres, qui ont répété des choses que j'ai dit. Il a même fallu qu'avec l'énergie de leur voix, parce qu'à un moment donné, on arrive à comprendre que par la voix, pas ce qu'ils disent, pas le corps, pas l'apparence, pas la caractérologie, pas l'horoscope, rien de ça. La vibration de la personne. Et lorsqu'on devient suffisamment attentif à cette vibration, même par la voix du téléphone, on arrive à percevoir. Et ces personnes, je leur ai dit, non, vous êtes tel genre, vous voulez dire telle chose, je leur ai tout défini, et ils me disaient, oui, effectivement. Comme il y en a un qui disait qu'il comprenait tout, mais je lui ai dit qu'il parlait au nom d'un autre. Il m'a dit oui. Il a fallu que tu te mettes sur sa longueur d'onde, autrement dit. Exactement. Tu rentres dans leur peau à ce moment-là, vibratoirement, là, ils comprennent. Oui, alors c'est la même chose. Alors vibratoirement... Mais c'est toi qui dois faire cet ajustement-là. Moi, oui, parce que présentement, ces personnes-là ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont trop d'ego et l'ego ne veut pas perdre la place qu'ils ont pour risquer d'avoir quelque chose d'autre, même si c'est mieux. Et c'est le mécanisme. L'homme ne veut pas être intelligent instantanément parce qu'il ne veut pas perdre son intelligence mémorielle. Mais l'intelligence mémorielle ne contient pas tout, tandis que l'intelligence instantanée ne contient que ce que tu as besoin. Et l'intelligence mémorielle ne contient pas nécessairement ce que tu as besoin. Autrement dit, on défend que ce que l'on connaît bien. On est attaché au connu. Et l'inconnu, là, ça nous effraie. Exactement. Okay. Alors, peux-tu parler de quelque chose si tu n'en connais pas tous les données? Non, mais l'homme le fait régulièrement et l'homme se lutte. L'homme a des conflits d'opinion, l'homme y va. Alors, lorsqu'une personne, vibratoirement, c'est surtout au niveau vibratoire qu'on doit connaître quelqu'un, et c'est surtout au niveau vibratoire avec que la conférence que je donne, les conférences que je vais donner sont bonnes. Donc beaucoup plus qu'au niveau de l'oral. On n'a pas besoin de comprendre intellectuellement ce que tu dis, il suffit qu'il y ait une résonance à l'intérieur de la personne. Il faut surtout essayer de ne pas comprendre intellectuellement ce que je dis. Parce que ça s'engrangerait dans la mémoire encore. Ça viendrait une croyance, ça viendrait une anti-croyance, ça viendrait quelque chose que la personne ne pourra pas intégrer. Alors la personne, elle doit écouter, ça passe. Si ça ne fait pas d'intelligence pour elle, qu'elle laisse tomber, qu'elle ne le stocke pas. Et si ça fait d'intelligence, qu'elle l'applique, qu'elle le vive, qu'elle ne le stocke pas. Une fois que c'est intégré. Eh oui. C'est la première fois que je vous entends et je n'avais pas confiance au début, jusqu'au temps où vous avez mentionné que l'on peut être divin. Ça m'a fait penser que Jésus l'a enseigné et dit à plusieurs reprises pourquoi la religion n'insiste pas sur ce point. Vous êtes le premier que je l'entends dire. Bon, pour la simple raison que le contexte évolutif planétaire, le contexte évolutif des religions organisées, le contexte évolutif des collectivités organisées, donc de la conscience collective, qu'elle soit morale, religieuse ou politique, fait en sorte que, et c'est nécessaire pendant un laps de temps, d'ailleurs c'est encore nécessaire encore pour un bout de temps, qu'une masse de gens ait besoin de dirigeants. Parce que l'homme n'arrive pas suffisamment à se prendre en main. Il refuse d'entrer dans son intelligence
au nom de l'erreur. Si je me trompe, et l'homme se trompe régulièrement, mais au nom de la collectivité, ce qui le fait beaucoup moins souffrir. Alors, lorsque on a des personnes que nous plaçons, j'ai déjà dit que le rôle principal d'un gouvernement était d'entretenir la condition qui nécessitait sa présence. Et c'est la même chose au niveau d'un gouvernement religieux. Et on ne peut pas maudire l'homme, c'est un contexte normal. Le peuple entretient la situation qui nécessite le gouvernement. N'importe quel gouvernement, mais un gouvernement. Mais le gouvernement, lui, essaie d'entretenir la situation qui nécessite sa présence, pas celle des nôtres. Alors, lorsque l'homme veut arriver à se prendre en main, alors les religions n'ont pas parlé, n'ont pas insisté sur le point que l'homme devait être. L'homme doit être, mais à la condition qu'il fasse pénitence, qu'il vienne dans notre religion, qu'il vienne dans notre messe, qu'il vienne... Parce que je rencontre souvent des prêtres. Et même de temps en temps, je vais même dans les églises pour discuter. Et le gros problème, oui, mais est-ce que vous êtes pratiquant? Parce que si Dieu s'exprime en toi et que tu n'es pas pratiquant, c'est Satan qui s'exprime en toi. Et moi, je connais beaucoup mieux Satan qu'eux autres, le connaissent, parce qu'eux autres en ont peur. As-tu ta carte? Fais-tu partie de la charte, etc. C'est exactement. As-tu ta carte de membre de notre Église? Non, alors c'est pas Dieu qui s'exprime en toi, parce que si ce serait Dieu, tu viendrais ici faire pénitence tous les dimanches. Mais voyons donc, Dieu est supérieur à vous, mes amis. Dieu ne viendrait pas faire pénitence ici. Et je ne suis pas supérieur à vous, mais l'énergie que je laisse s'exprimer ne viendra pas faire pénitence dans l'Église. Parce que ça n'a aucun sens. Pas d'une façon égoïque. Eux autres ne pourraient pas le vivre. Pas moi. Moi, je peux le vivre, mais pas eux autres. Alors, c'est toujours le problème. L'Église ne veut pas. Pourquoi? Parce que si Dieu s'exprime chez l'homme, les gouvernements religieux n'ont plus de raison d'être. Et à un moment donné, ils n'auront plus de raison d'être. Est-ce qu'à la place de dire Dieu qui s'exprime dans l'homme, on peut dire l'esprit pour toi? C'est beaucoup mieux de dire l'esprit. Oui. Qu'on va faire des formes, encore une fois, avec oui, Dieu. Mais présentement, oui, mais on va les déformer. Présentement... Même l'esprit, c'est encore une fois... Exactement, mais on n'a pas le choix. C'est un mot qui est déjà employé. L'énergie supramentale, c'est un mot moins employé qui est mieux. L'homme va s'occuper de le déformer, là, mais c'est mieux, sauf que pour certaines personnes, c'est plus difficilement compréhensible. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, on parle de Dieu ou de l'esprit. L'esprit, c'est encore mieux que Dieu. Le danger, c'est qu'on récupère ce que tu dis, qu'on en fasse une religion. religion. Pour énergiser quelque chose que je veux pas énergiser, exactement. Mais ça va passer quand même, ce mécanisme. Alors, pourquoi qu'on ne parle pas que l'homme doit être, l'homme doit laisser exprimer les énergies intelligentes chez lui? C'est parce que c'est les dirigeants qui dirigent, les dirigeants entretiennent leur poste. Et c'est bon, parce que ça force l'homme à se prendre en main. Ici, il est dit très bonne conférence, une des meilleures que j'ai entendues. Vous avez utilisé certains mots que vous avez un peu définis, mais pourriez-vous approfondir sur ce qui est la fusion des corps planétaires avec l'état supramental? Bon, alors je ne... en 3 minutes... Bien difficile, là. C'est facile à dire, mais difficile à comprendre. Non. La semaine prochaine, on va repoursuivre sur la fusion supramentale par rapport à la femme. Évidemment, il y a des contextes qui sont similaires par rapport à l'homme. Ce soir, on commençait, c'était une ébauche. Au niveau de l'enfant, on ne parlera plus de la femme et de l'homme, on va parler de l'être planétaire, donc de la race humaine, au niveau de ce contact supramental. Alors, je crois qu'on va y revenir amplement sur le niveau de l'enfant. Je pense qu'il faudrait faire une conférence après ça sur le couple. Oui. Le couple supramental. Le travail du couple au niveau de l'évolution. Le couple initié mais dans ça, l'énergie. en revenant du Pérou. Et à ce moment-là, développer dans une synthèse cette question-là, la réponse à cette question-là. Oui. Il y a des gens qui disent que vous faites partie des 12 personnes que Sri Aurobindo a prophétisées comme étant les sauveurs de l'an 2000. Je sais que vous savez si c'est vrai ou non. Une réponse claire est exigée. Je veux et j'exige. Bon, c'est une personne qui me connaît peut-être. Disons qu'une réponse serait appréciée, une réponse claire. Effectivement, je sais si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne sais pas si on peut exiger quelque chose, phénomène comme Daniel. Non, c'est ça. Je ne peux pas répondre plus que ça. Disons qu'effectivement, je sais si c'est vrai ou c'est faux. C'est ça qu'elle veut savoir. Alors oui. Il paraît que lorsque vous reviendrez du Pérou, il n'y aura plus de séminaire PMC. Est-ce que c'est vrai?
Bon, disons que ce que c'est vrai, je n'en ai aucune idée parce que présentement, c'est à l'étude. Une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un séminaire PMC avant que je parte pour le Pérou le 2 et 3 novembre. Mais en revenant, je vais faire des choses au Pérou. Il y a bien des choses qui vont changer aussi, alors ce qui fait que je ne peux pas dire, je vais voir. Mais avant le Pérou, il y en a un. Après, on saura ça après. Présentement, on est en réflexion. Alors, sur les réponses rapides, il n'y a pas un politicien qui peut faire ça. Ouais, eux, ils parlent la langue de bois, ce que j'appelle la langue de bois. Ils parlent beaucoup pour rien dire. Est-ce que vous allez plus loin dans la définition des mécanismes de l'évolution en séminaire? Je vais plus loin, oui. Ça dépend évidemment des personnes qui suivent le séminaire. Je vais beaucoup plus loin parce que je peux parler, on peut discuter de personne à personne, alors ce qui fait que vibratoirement, on a réellement une connaissance. Je peux m'ajuster à chaque individu dans un séminaire parce que je les connais, parce qu'on a un contact. En conférence, je m'ajuste surtout à l'ensemble, évidemment, et je crois que c'est intelligent de le faire. Maintenant, en séminaire, on va beaucoup plus loin sur les mécanismes de l'évolution, dépendant évidemment des personnes. Et je crois aussi que plus cela va aller, ce mois-ci, de toute façon, on va pousser et après le Pérou, on va sans doute aller de plus en plus loin. Mais au niveau du séminaire PMC, on va très, très loin. Ton appréciation sur l'art abstrait et l'impressionnisme figuratif. Ah, c'est un requin, ça. Oui, je le connais, c'est présenté tout à l'heure. On s'est déjà vu avant. Mon appréciation sur l'art abstrait et l'impressionnisme figuratif. Bon. Alors, je ne sais pas si, comme je disais au requin, la fois que je l'avais rencontré, lui, il m'avait dit que c'était un requin, alors il voulait un peu m'attaquer, et moi, je lui ai répondu que j'étais un épaulard. Parce que l'épaulard, c'est un des rares mammifères qui tue les requins. Et puis... mais pas rentrer dans une guerre d'ego, là. Non, mais j'explique simplement pour préparer la personne à la réponse. Mais c'est une personne qui est correcte. Elle va comprendre. C'est ça. Alors, premièrement, en ce qui me concerne moi, je n'ai pas d'appréciation sur l'art abstrait ou sur l'impressionnisme figuratif. Je n'ai pas non plus d'opinion sur l'art abstrait et l'impressionnisme figuratif parce que je n'ai pas besoin d'avoir une opinion. Et c'est important qu'on comprenne bien le mécanisme de l'opinion. L'opinion, c'est une réforme de l'ego, ou chez certaines personnes, l'opinion, c'est la forme même de l'ego. Comment? T'as pas d'opinion de ça? Alors, c'est comme si tu manquait quelque chose dans ta dynamique égo. Alors, ben oui, j'ai une opinion de ça. Ben, c'est quoi ton opinion? Bon. Moi, je n'ai pas d'opinion pour la simple raison que je n'ai pas besoin de me faire d'opinion. Lorsque je regarde de l'art abstrait, selon ce que je reçois chez moi, je vis cela. Mais je n'ai pas besoin de transmuer ce vécu en opinion ou en appréciation. Et lorsque je regarde de l'impressionnisme figuratif, qui est beaucoup plus collectif peut-être, je n'ai pas besoin non plus de me faire une opinion. Je regarde ce verre ici, je n'en ai pas d'opinion. Je suis capable de connaître mauditement mieux le verre, comme d'ailleurs les représentations picturales que n'importe qui va pouvoir mettre en matière. Ça peut être une sculpture, ça peut être une invention comme un auto. Je n'ai pas d'opinion à me faire et je n'ai pas d'appréciation. Et en plus, je pourrais par contre parler des mécanismes qui poussent l'homme à faire de l'art abstrait, de l'art concret. La science, par exemple. Je peux parler des mécanismes qui poussent l'homme aussi à faire de l'impressionnisme figuratif. On peut parler de mécanismes qui font que l'homme travaille. Ou on peut parler aussi des mécanismes de l'opinion. Pourquoi l'homme a besoin d'une opinion, pourquoi l'homme recherche l'opinion d'un autre pour se faire une opinion. Et ce sont des choses qui vont disparaître chez l'homme nouveau parce que l'homme nouveau n'aura pas d'opinion, donc il n'aura pas d'opinion à débattre. Et il ne recherchera pas l'opinion d'un autre pour s'en faire une. Parce que ça, c'est du collectivisme figuratif. Alors l'homme essaie de s'assujettir. Alors si tu vois quelque chose, ne te demande pas si c'est beau ou laid. Parce que si tu te demandes si c'est beau ou laid, comment tu devrais le voir, tu vas le demander aussi à un autre, et toi, tu ne le vois plus. Tu ne peux plus le voir. C'est ton bagage mémoriel qui vient créer l'opinion chez toi, qui, lui, va observer. Mais ce n'est pas l'être réel qui observe quelque chose d'authentique. Alors donc, je n'ai pas d'appréciation ou d'opinion sur l'art abstrait ou l'impressionnisme figuratif, mais on peut en parler.
présentement, disons que je ne veux pas en parler. On pourrait parler des mécanismes plutôt. Ce serait beaucoup plus constructif, je crois, pour amener l'être qui s'intéresse aux opinions à comprendre les mécanismes qui font que lui a besoin ou n'a pas besoin, ou que tel genre d'art crée quelque chose chez lui, ou crée d'autres choses, ou ne crée rien. On peut parler des mécanismes. Ça répond toujours à un état d'âme. En fait, la personne qui vibre à ça. Exactement. Et État d'âme, le donc état créateur mémoriel. aussi, celui qui crée la peinture, il projette son état d'âme Exactement. ou sa faculté intellectuelle de déformer en fait la réalité. C'est ça. Sauf qu'on se demande, justement, parce qu'on a Picasso, par exemple, qui est un personnage qui déforme relativement la réalité avec le cubisme et ces choses-là. On a... La personne, elle va exprimer quelque chose sur une toile. Et ce qu'on demande, qu'est-ce qui fait la différence des arts? C'est le véhicule que va employer l'artiste ou l'homme pour exprimer. Alors, c'est que lui va avoir un état d'âme, donc un état expérientiel mémoriel, qui est l'âme de l'ego, et il va, selon cet état d'âme, donc encore une fois, selon ce mécanisme d'apprentissage, essayer d'exprimer quelque chose qui va aller avec ce qu'il veut faire. Et donc, si on regarde, par exemple, l'art cubiste, ou si on regarde l'art synthétique, ou si on regarde d'autres formes d'art, c'est le même mécanisme psychologique chez l'homme qui s'exprime à travers un filtre différent, qui crée les différentes formes d'art. Alors, avoir une opinion sur la différentes formes d'art, c'est ne pas comprendre l'homme qui s'exprime. D'ailleurs, avoir une opinion, c'est ne pas comprendre non plus. C'est mémoriser une compréhension. Et la compréhension n'est pas nécessairement actuelle, c'est-à-dire vivante. Elle est plutôt passée, morte, mémorielle. Alors donc, le filtre par lequel l'artiste ou l'homme s'exprime pour créer de l'art, ce n'est pas opinionisable, c'est un mécanisme qu'on peut comprendre pour comprendre l'homme. Il canalise sa créativité ou son énergie dans une œuvre comme ça. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je peux canaliser mon énergie créatrice par la parole. C'est de l'art. Et d'autres canalisent d'autres formes d'énergie par la sculpture, par la peinture, et c'est de l'art. Ce n'est pas la même énergie qui s'exprime, et ce n'est pas qu'il n'est pas question de savoir si c'est bon ou mauvais, parce que j'ai aussi de l'énergie qui s'exprime par l'art. Mais c'est l'énergie de mon ego, de mon astral, de ma psychologie. Je la connais, j'en ai, et lorsque cela est plaisant ou lorsque cela est intelligent ou utile d'exprimer, ça s'exprime. Sauf que cette énergie ne vient pas colorer mes mécanismes de contact supramental ou mes mécanismes mentaux. C'est la seule différence. Alors évidemment, j'ai de l'émotion, quand c'est utile d'en avoir. Est-ce vrai que l'homme sera le premier à perdre sa sexualité physique? Comment pourra se vivre cette disparition? Bon, la femme ne peut pas la perdre parce que la femme n'en a pas de sexualité physique. Alors, ça règle déjà le problème à ce niveau-là. L'enfant n'en a pas non plus. Donc, effectivement, l'homme sera le premier et le dernier à perdre le caractère de sexualité physique, c'est-à-dire le caractère de donneur au niveau vital, parce que la psychologie de l'homme est masculine et que le corps physique de l'homme est masculin et que l'homme donne, l'homme est le seul donneur au niveau de la sexualité. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis la femme n'a pas de sexualité? C'est-à-dire que la femme, elle est, comme disait d'ailleurs, comme le dit très bien Roger de Rollet, la femme, et je préfère lui laisser ceci parce que présentement, c'est le premier à l'avoir publicisé. Et il y a des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils le savent, ce mécanisme de la femme amoureuse et de l'homme sexuel. Tout à l'heure, j'ai expliqué d'une façon peut-être plus énergétique le mécanisme même qui fait que la femme est amoureuse et que l'homme est sexuel. Peut-être que Roger ne peut pas expliquer de cette façon, mais quand même, c'est la terminologie femme amoureuse et homme sexuel, ça vient de lui. Et la femme, elle n'a pas besoin de relations sexuelles, c'est-à-dire que la femme est capable de vivre un laps de temps suffisamment long, et même très long, sans avoir de relations sexuelles. Par contre, la femme a besoin d'avoir des relations affectives. Et l'homme, lui, n'a pas besoin. L'homme peut vivre longtemps sans relation affective, mais il ne pourra pas vivre longtemps sans relation sexuelle, même si c'est une relation qui se fait entre lui et lui-même. Ce que la femme peut facilement se passer. Par contre, la femme, elle a été éduquée à être normale, à être comme l'homme, parce que au niveau sexualité, comme au niveau bien d'autres niveaux en plus, la libération de la femme, c'était de rendre la femme à l'égal de l'homme et non pas à l'égal de la femme. Hein? Et c'est un grand handicap. Et lorsqu'on éduque la femme à être normale, donc à être sexuelle, on programme une femme pour qu'elle exprime l'homme chez elle. Ce qui ne se fait pas non plus. Alors, l'exemple le plus évident, c'est que si tu fais un massage à ta femme, l'homme qui fait un massage à sa femme va avoir de la difficulté. Ça va être pas pire, mais il va falloir qu'il se retienne un peu. Il va faire un massage à sa femme. La femme, elle peut dormir après. Mais si la femme fait un massage à l'homme, il va falloir que ça finisse autrement que par le sommeil.
Ça se concrétise dans la matière. Exactement. Alors, la On femme, est elle est... pratique, Exactement. moins abstrait. C'est ça. Alors, lorsque la femme dit que l'homme, c'est un gros cochon, l'homme, ce n'est pas un cochon, l'homme est bâti énergétiquement comme ça. Et lorsque l'homme dit que la femme, ça, c'est son ami pas normal, son ami tout à fait normal si elle refuse de coucher tous les soirs, parce que elle vit au niveau du plan de l'affection. Pour recevoir, elle a besoin d'affection, et l'homme, lui, a besoin de donner au niveau vital, surtout. Alors donc, évidemment, l'homme va perdre ce mécanisme. Par contre, l'homme ne perdra pas la faculté de procréer. Simplement qu'il ne canalisera pas toute son énergie d'expression, parce que la majorité des hommes le font. D'autres le font différemment. Mais ils ont quand même besoin beaucoup plus de sexualité. La femme n'en a pas besoin. Un homme peut arriver à se restreindre, la femme peut arriver à donner un peu plus de sexualité à son homme parce qu'elle comprend les mécanismes, mais la femme n'en a pas plus de besoin. Parce que rarement une femme paye pour aller coucher avec un homme. Et si elle paye, c'est plus souvent qu'autrement pour avoir de l'affection. Parce que même s'il n'y a pas de relation sexuelle, même si elle l'a payé, elle va être contente si l'homme lui a donné des mots doux, si l'homme l'a flatté, si l'homme lui a donné de l'affection. Par contre, l'homme paye, lui, et l'affection n'a pas besoin. Il a besoin de sentir son corps travailler, et c'est tout à fait normal parce que sa constitution énergétique s'exprime de cette façon. Alors, lorsque l'homme va perdre ce caractère sexuel, il va dynamiser beaucoup plus l'énergie vitale vers son cerveau, ce qui a déjà été expérimenté sur la planète dans l'Antiquité, où l'homme n'avait pas de sexualité propre. Par contre, il développait son centre laryngé et son centre cérébral, donc ses neurones. Et l'homme, évidemment, va de plus en plus être amené, l'homme qui se conscientise, à perdre cette expression typiquement planétaire de l'énergie. Ça se comprend parce que plus il se mentalise, moins il a d'émotions, moins il a de Et c'est l'émotion faculté qu'il veut donner. d'imaginer, d'avoir un Exactement. écran mental, donc qui l'amène à la sexualité. C'est ça. Il Donc, sera moins sollicité en fait par ses propres. par ses propres mémoires. Ouais. Exactement. Et l'homme qui se conscientise, l'homme nouveau, va être capable évidemment de procréer, mais il va comprendre l'intelligence d'avoir des enfants. Il n'aura pas d'enfants par accident ou pour faire plaisir à la femme qui veut combler un besoin émotif. Parce que la femme va aimer l'enfant, la femme va s'occuper de l'enfant, la femme aime le bébé beaucoup plus que l'homme. Mais l'homme qui se conscientise finit par lui aussi avoir de l'amour. Il aime le bébé, mais est-ce qu'il est capable de l'aimer comme la femme? Le bébé qui vient de naître, là, qui est tout gluant, tout bleu, tout mauve, là? Pas autant, non. La femme va le prendre dans ses mains, la femme, elle va le flatter sur elle. Mais l'homme, il va trouver ça yark un peu. Il va l'aimer, mais pas de la même façon. Mais lorsque l'homme se conscientise un peu, il arrive à pouvoir aimer le bébé un peu plus comme la femme. Et la femme finit par comprendre un peu plus l'homme, sans avoir à se reprogrammer. Et c'est tout à fait normal. Et à un moment donné, la femme ne mettra plus d'enfants au monde pour combler un besoin affectif, parce que la femme, elle s'exprime de cette façon pour l'instant. Et l'homme ne mettra pas d'enfants au monde pour combler un besoin sexuel. Et à un moment donné, évidemment, l'homme va perdre cette sexualité, mais il ne perdra pas la faculté de procréer. Il faut bien comprendre. Un jour, l'homme va être androgyne beaucoup plus loin. Lorsque l'homme va être androgyne, c'est-à-dire que lorsque l'homme n'aura plus de sexualité, là, je parle de la race humaine, je parle donc de l'homme et de la femme. Lorsque ceux-ci seront androgynes, ils seront immortels. Parce que l'homme est obligé de procréer, parce que dans la procréation, il y a l'immortalité. Parce que si l'homme meurt sans procréer, il n'y a pas d'immortalité. Et si l'homme est immortel, l'homme n'a plus besoin d'enfanter. C'est tout à fait normal. Il y a un processus différent, ou y a-t-il un processus différent de destruction de l'ego masculin et féminin? Oui. Le processus de la destruction de l'ego masculin et féminin, on va y revenir la semaine prochaine et on va faire un petit retour sur le mâle ce soir. L'ego masculin va s'auto-digérer, parce qu'il faut bien faire comprendre avec le terme détruit, si tout le monde comprend bien que ce terme-là n'est pas un terme de désintégration atomique, une transmutation vibratoire. Lorsque l'ego mâle, lorsque l'ego de l'homme tend à s'auto-dissiper pour être canalisé vers une création supramentale, il va être auto-dissipé surtout par l'expérimentation de son raisonnement intellectuel qui va rencontrer une intelligence instantanée, l'intelligence supramentale, et c'est par la lutte entre le raisonnement intellectuel de l'homme, entre le vouloir dominer de l'homme, entre le vouloir rester de l'homme, que l'homme va subir cette désintégration de l'ego. La femme va passer par des mécanismes qui sont totalement différents en ce qui concerne la régression de son ego et la création du corps supramental, qui va être presque de même nature que le corps supramental de l'homme.
Alors, l'homme va surtout avoir à lutter, c'est-à-dire que l'ego de l'homme va être démoli surtout au niveau du plan de l'intellect, tandis que la femme va se voir attaquer surtout au niveau du plan de l'intuition. Et l'homme va donc canaliser ses énergies sexuelles vers la création d'un cortex neurologique suffisamment puissant pour pouvoir recevoir la connaissance qu'il va recevoir, tandis que la femme, elle, va canaliser son énergie émotive, l'énergie qui sert de l'émotivité, vers cette énergie supramentale. Alors, les mécanismes sont totalement différents. L'homme va vivre beaucoup plus au niveau de son mental, au niveau de son intellectualisme. L'ego de l'homme veut beaucoup plus dominer que l'ego de la femme. La femme, présentement, qui essaie de copier l'homme, la femme moderne qui est programmée par l'homme, qui veut être l'égale de l'homme, qui veut diriger et dominer sa vie, comme l'homme, ne peut pas arriver à vivre comme l'homme et ne passera pas par le même processus. L'énergie supramentale chez l'homme, lorsqu'elle descend, elle vient faire prendre conscience à l'homme que celui-ci est capable d'accepter des choses, mais que celui-ci surtout n'a pas le libre arbitre qu'il demande, qu'il exige, et que celui-ci surtout n'a pas besoin de passer par la phase mémorielle de connaissance pour arriver à être totalement ce qu'il veut être. On peut dire être tout court, être Dieu, être l'univers, être ce que vous voulez. Tandis que chez la femme, les mécanismes sont totalement différents. La femme va devoir vivre d'autres choses. Et on va surtout comprendre le mécanisme de l'intégration de l'ego de l'homme au niveau supramental lorsqu'on va expliquer la semaine prochaine les mécanismes de l'intégration de l'ego féminin. Premièrement, pour deux raisons. Parce que comprenant ce qui se passe chez la femme, on va mieux comprendre ce qui se passe chez l'homme, parce que l'homme fonctionne encore avec des critères de comparaison rationnelle. Et deuxièmement, parce que ce soir, j'ai jeté les bases même de l'évolution supramentale chez l'homme. Donc, on va pouvoir prendre plus de temps la semaine prochaine pour expliquer la déformation ou le contact ou la fusion supramentale chez la femme et automatiquement chez l'homme. Il y a d'autres questions encore sur la sexualité, mais je pense que tu y as répondu tout à l'heure. À cause des polarisations différentes du mâle et de la femelle, est-ce que la sexualité telle qu'on la connaît actuellement ne constitue pas une énorme illusion? Je pense que tu as répondu un peu à ça. Oui, ça ne constitue pas une illusion, en ce sens que c'est un mécanisme obligatoire d'expression de l'homme et de la femme. Alors, une illusion dans le sens de l'évolution, oui. Je dis souvent que lorsque l'homme, c'est souvent les femmes qui me posent cette question, qui posent des questions en conférence. Est-ce que dans le tantrisme, il y a une évolution? Dans le tantrisme, il y a une expérience évolutive qui ne sert que l'homme. Le tantrisme n'est pas une expérience évolutive qui sert la femme. Il va donner de l'illusion à la femme, et aujourd'hui même, ce genre d'expression d'évolution est une illusion réelle parce que l'homme ne peut même plus évoluer présentement dans la relation sexuelle, même si elle est tantriste, même s'il n'y a pas d'éjaculation ou même s'il y a différents mécanismes, l'homme n'a pas besoin de ce mécanisme parce que présentement, l'évolution de l'homme ne se fera pas d'une façon tellurique, mais d'une façon solaire. C'est-à-dire que les énergies partent d'en haut, viennent chez l'homme et ne se font pas comme dans l'Antiquité, partant de la terre pour monter vers la tête. Alors donc, présentement, au niveau évolution, la relation sexuelle est une farce. Au niveau de l'échange psychologique, pour l'homme, c'est bon. Et si pendant la relation sexuelle, l'homme donne de l'affection à sa femme, pour la femme, c'est bon. Ça rebalance le corps astral des deux bords. Exactement, à la condition qu'il y ait de l'affection pour la femme et de la sexualité pour l'homme, ça contrebalance. Sinon, le couple ne va pas, les choses ne vont plus, parce que la femme a besoin de recevoir des choses qu'elle ne reçoit pas de son mari, donc elle va aller recevoir cela ailleurs. Et l'homme a besoin de donner à sa femme des choses que la femme n'a pas besoin, alors il va le donner ailleurs. Ce qui est normal. Pour son évolution, l'homme nouveau doit-il transmuter son énergie sexuelle? Bon, l'énergie sexuelle de l'homme est une énergie vitale comme celui de la femme, sauf par l'expression de polarité. L'énergie sexuelle de l'homme est une énergie qui doit, chez l'homme, être conservée. Tandis que chez la femme, par l'intermédiaire de son corps physique qui demande, elle ne peut pas être perdue, cette énergie sexuelle. L'homme peut gaspiller son énergie sexuelle, la femme ne peut pas. Alors, transmuer l'énergie sexuelle chez l'homme lors de la conscientisation, c'est un effet, un résultat tout à fait normal où l'homme, transformant son énergie psychologique qu'il veut donner et son énergie physique qu'il veut donner par la compréhension même des mécanismes par l'intermédiaire de son cortex mental, de son corps mental et du contact supramental, automatiquement, l'énergie de la psychologie de l'homme n'ira plus manipuler sa sexualité vitale pour que celle-ci s'exprime régulièrement dans le sexe. Il faut bien comprendre ceci.
lorsque l'énergie vitale chez l'homme crée l'énergie vitale dans la race humaine crée différents mécanismes. Premièrement, l'énergie de la vitalité chez l'homme qui est la vie, l'énergie de la vie dans le règne humain chez la race humaine, donc l'énergie qui par le sexe permet la procréation, permet de donner la vie. Et pas juste symboliquement. Hein? Lorsqu'on prend une personne qui a 40 ans, par exemple, ou un homme de 60 ans qui va engendrer avec une femme de 40 ans ou de 50 ans ou de 60 ans si elle n'a pas eu sa ménopause, un enfant qui, vitalement, est totalement neuf, qui a des cellules de bébé, qui a une peau de fesse de bébé, et tandis que les parents qui ont généré l'enfant ont une peau de personnes vieillies, n'ont pas la vitalité de l'enfant. Par contre, ils sont capables de générer un enfant qui a la vitalité d'un enfant. Alors, cette énergie vitale qui s'exprime chez l'homme par la sexualité surtout, et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme aussi a le spermatozoïde qui va déterminer du sexe de l'enfant, tandis que la femme ne l'a pas. La femme prête une cellule réceptive, mais l'homme donne l'énergie vitale pour pouvoir créer l'enfant. Alors, cette énergie vitale-là, donc, par laquelle l'homme s'exprime surtout, est une énergie qui est interdite biologiquement et intelligemment chez l'enfant tant que celui-ci n'a pas fini sa programmation neurologique. C'est-à-dire que pendant la phase d'évolution du fœtus, les neurones chez le cerveau humain se créent à une vitesse folle. Mais les contacts neurologiques ne sont pas tous créés. Et jusqu'à l'adolescence, ces contacts vont se créer. Pour permettre la création d'un contact d'une cérébralité conventionnelle, normale, disons intelligente chez l'homme, par rapport à ce qui l'habite, donc à l'âme, à l'esprit, à tout ça, l'enfant ne peut pas avoir de sexualité tant qu'il n'a pas fini cette programmation. Et on a des problèmes présentement en France et dans d'autres pays avec les personnes qui mangent beaucoup de poulet aux hormones, où on a des enfants qui, à l'âge de 5 ans, ont des signes de sexualité secondaire et ils commencent à avoir un point de vue d'adulte qui va être totalement débile par rapport à la société, involutif, parce que l'enfant a commencé à avoir une sexualité qui va interdire cette programmation, disons, adéquate au niveau du cerveau. L'énergie vitale chez l'homme sert à la procréation de la vie et les neurones ont besoin d'une dose massive d'énergie vitale pour pouvoir s'entretenir. Présentement, on dit que lorsque les neurones sont morts, ou lors d'un accident par exemple, ils ne se reproduisent pas. La médecine sait maintenant qu'ils se reproduisent, mais à une vitesse tellement lente que les cellules cicatricielles, les cellules de la peau qui ont besoin de moins d'énergie vitale, se reproduisent plus vite, interdisant la reproduction des cellules neurologiques et créant des masses solides au niveau du cerveau qui peuvent dégénérer en épilepsie ou en d'autres choses. Alors, les cellules neurologiques se recréent, mais elles ont besoin de plus d'énergie vitale que le reste du corps. De ce fait, si l'homme transmute sa sexualité, donc si l'homme, c'est pour ça qu'on parle de chasteté partout, qui rend l'homme intelligent. Ça ne rend du plus fou qu'intelligent, parce que c'était pas naturel chez l'homme de limiter volontairement par le vouloir de l'ego l'expression de son énergie vitale. Mais ça se fait seul chez l'homme qui se conscientise, il en comprend les mécanismes, il en voit l'intelligence et ça se fait facilement. Où cette énergie cesse de s'exprimer par le corps sexuel, va commencer à aller reprogrammer, permettre la mutation neurologique chez l'homme. Donc, évidemment, il transmute sa sexualité. C'est au pas de charge, hein. Là, tu vois, il y a bien des questions encore sur le couple. Alors, je pense qu'on va les mettre de côté. Il faudra faire une conférence là-dessus. De toute façon, le public peut régulièrement suggérer des thèmes. Présentement, c'est fait involontairement. Je vais te les donner. Puis exactement. Et on fera une conférence sur la fusion supramentale dans le couple ou sur le couple nouveau. Comment est vécue l'énergie dans le couple. Exactement. Okay. Encore une question sur la sexualité. L'homosexualité. C'est quoi ces polarités positives et négatives qu'on retrouve à la fois chez un homosexuel? Comment expliquer ça? Bon, ce genre de questions, je les répondrai surtout en séminaire, étant donné que lorsqu'il y a des personnes qui sont assujetties à ce mécanisme, si dans le public, ils ne peuvent pas comprendre complètement les réponses que je donne, ils peuvent se valoriser ou se sentir coupables parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec moi. Alors, ce qui fait que dans des choses comme ça, c'est comme de dire, par exemple, bon, j'ai le sida, pensez-vous que je peux évoluer? La seule réponse que je peux répondre, ben oui, parce que si je réponds non puis qu'elle peut pas comprendre, il y a un gros problème. Si je réponds oui puis que c'est faux, il y a un gros problème. Et il y a oui et il y a non. Il faut qu'on se parle. Alors, au niveau de l'homosexualité, dans un séminaire, une personne qui me pose cette question-là, ben là, je la prends à part puis là, on va en discuter.
Et on va en discuter à partir de ce qu'elle vit. Parce que l'homosexuel n'est pas l'homme, n'est pas la femme. Et ce n'est pas l'androgyne, et ce n'est pas l'homme nouveau, et ça peut être l'homme ancien, et ça peut être l'homme nouveau. Maintenant, ça dépend de comment énergétiquement il est. Alors, on ne peut pas répondre globalement à un mécanisme qui est ectopique ou parallèle à l'évolution de la masse présente. Maintenant, ça ne change rien dans l'évolution supramentale qu'un être humain soit homosexuel. Par contre, ça peut changer des choses dans le temps au niveau contact supramental s'il a une désharmonie réelle. Et il n'en a pas nécessairement une entre ses corps. Alors donc, il y a des homosexuels qui n'ont pas de problème, il y en a qui ont des maudits problèmes. Je parle au niveau d'évolution. Ils ont tous des problèmes au niveau social. Je parle au niveau d'évolution. Et ils ont des problèmes au niveau social parce que l'homme normal a des problèmes, lui aussi. Bon, alors disons qu'une question comme ça, on la prend et on la décortique, surtout en face à face. Ça pourrait aller dans une conférence sur le couple aussi, ça? Oui, mais encore là, je n'irai pas profondément dans l'homosexualité en conférence publique. OK, ben on va la mettre là quand même. Ici, une question, on te demande ici, lorsque tu parles de changement neurologique, à quoi fais-tu allusion? Changement neurologique. Bon, alors je fais simplement allusion à une réorganisation complète des mécanismes du cortex cérébral. Cela veut dire que lorsque l'homme a une mutation psychologique, ce que l'homme est en train de vivre présentement, l'homme a des nouveaux points de vue psychologiques, l'homme magasine des religions, l'homme se promène, l'homme recherche, l'homme pense. L'homme commence à vouloir comprendre, donc il y a une mutation psychologique. Et on sait très bien que lorsqu'on prend de l'alcool, on transmute notre psychologie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à exprimer notre psychologie comme si on ne prend pas d'alcool. Juste cela pour vous faire bien comprendre que le corps physique détermine l'expression de la psychologie. D'où l'intelligence d'être en santé, de l'entretien du corps physique, etc. Lorsque je parle de mutation neurologique, je fais allusion à une masse incroyable de neurones qui présentement ne servent pas et à une autre masse incroyable de neurones qui servent, mais qui servent mal, l'expression de l'intelligence chez l'homme. Et ces neurones, ce sont des cellules qui s'interrelient l'une l'autre et de temps en temps, on a jusqu'à quelques 100 000 et même 1 million de neurones qui s'interrelient pour permettre le passage d'une information vibratoire d'un neurone à un autre. Et lorsqu'il y a réorganisation ou reprogrammation neurologique, il y aura des contacts neurologiques, donc disons dans ce 100 000 neurones, qui vont être brisés pour que la neurone qui veut communiquer l'information la communique directement à celle qui doit recevoir l'information, au lieu de passer par un paquet de neurones d'une façon inutile. Ceux qui ont l'esprit lent ont souvent des programmations neurologiques trop longues. Et ceux qui ont l'esprit plus vif ont souvent des programmations neurologiques plus courtes. Donc, c'est plus rapide. Et plus l'homme a une programmation neurologique courte, plus l'homme est capable de vivre dans l'instantanéité un fait. Parce que lorsque le fait passe, avant qu'il intègre le fait, parce qu'il a une conduite neurologique trop longue, le fait est passé. Ce qui tend à créer la mémoire facilement chez l'homme, parce que le fait étant passé, l'homme va vivre dans sa mémoire l'expérience qu'il devrait vivre dans le présent. Et cette mutation, elle existe déjà, elle est déjà opérationnelle, elle est évidente. La médecine commence à se rendre compte. Ce que je vous dis là, les médecins ne le savent pas encore, mais à un moment donné, ça va venir. Mais par contre, ils comprennent très bien qu'une personne qui va avoir une paralysie cérébrale suite à un ACV, un accident cérébrovasculaire, une personne qui voit donc une partie de son cerveau détruite par un manque de sang, un blocage sanguin au niveau de son cerveau, elle est capable, cette personne, lentement par le travail, elle est capable de réorganiser de nouvelles neurones qui n'ont pas été détruites de façon à recommencer à travailler. Mais parce que l'homme se repose au premier résultat, normalement, il ne revient pas complètement. Alors, la médecine accepte ce genre de choses et veut pas, de toute façon, à un moment donné, ils vont accepter d'autres choses. Et donc, quand je parle de mutation neurologique, je parle d'une mutation biologique qui va s'opérer chez l'homme pour permettre à l'homme d'exprimer d'une façon différente ses énergies intelligentes. Est-ce que c'est au contact de l'énergie supramentale dont tu parles que ça se réalise, ça? Le contact avec l'énergie supramentale va faire en sorte que l'ego chez l'homme et chez la femme va dynamiser par, on a vu dans le mécanisme de la réingurgitation de l'ego au niveau des mémoires volatiles, et va surtout permettre à l'énergie de la vitalité sexuelle de pouvoir se diriger vers le centre laryngé qui va ouvrir la parole à l'homme nouveau, parce que la parole dans le siècle qui vient est d'or et non pas d'argent.
Et il va aussi permettre la réorganisation, la restructuration de tout le contexte neuronique au niveau du cerveau. Donc, l'énergie supramentale, de par sa nature, ne peut pas travailler le corps physique. Par contre, elle va, de par sa nature, obliger l'énergie vitale à venir transformer le corps physique, ce qui va amener la neuromutation. Après une réponse comme ça, j'ai du mal à te poser la question qui s'en vient là. C'est quoi les choses inédites que tu veux nous faire comprendre? Sans doute toutes les choses que la personne n'a pas compris. C'est peut-être quelqu'un qui est comme moi, qui a une programmation neurologique lente. Tu sais. Moi, j'ai un cerveau lent comme ça. Et comme tu expliquais que les événements, lorsqu'ils arrivent avec une programmation comme ça, tu t'aperçois que quand ils sont passés, c'est mon cas à moi. Moi, je découvre que j'étais malade que quand je suis guéri. Mais Avec non, toujours, j'ai un temps de retard. Toujours bon, un temps alors, de je fais juste retard. une remarque sur ce que tu viens de dire, ce que j'ai dit avant. Disons qu'il y a des personnes qui rient, mais ce que tu dis est extrêmement important. C'est terrifiant, c'est épeurant, bien pire que Satan, ça. Parce que ça, c'est vrai. Tu le vis. Et la personne, tant qu'elle n'est pas guérie, ne sait pas qu'elle est malade, donc elle ne fait rien pour se guérir. Et qu'est-ce que c'est la santé chez l'être humain? Tout le monde ici est en santé. Mais tout le monde ici n'est pas en santé. Et lorsque je dis ici que les choses inédites, j'ai bien dit, parce que j'ai dit d'autres choses, les choses inédites ici que tu veux nous faire comprendre, j'ai dit tout ce que la personne n'a pas compris. Et on rit un peu, mais c'est aussi quelque chose qui est... Je n'ai pas répondu pour passer la question. J'ai répondu hautement, sérieusement à la question. Parce que tout ce qui n'a pas été compris ne peut pas être inédit. Parce que ça n'a même pas été vu, perçu. Alors évidemment, ce que la personne va comprendre, une personne qui pose une question comme ça, et quelle que soit l'apparence qu'elle se donne au niveau égoïque de compréhension, une personne qui pose une question comme celle-là est une personne qui a beaucoup de mémoire et qui a peut-être certaines connaissances qu'elle a apprises ailleurs, et elle les mémorise. Et là, elle a comparé ce que j'ai dit à ses mémoires. Et tout ce qui n'était pas comparable, elle n'a pas eu le temps de le percevoir. C'est évacué. Aussi. Elle s'est évacuée. Et c'est ce qu'elle n'a pas compris qui était inédit. Peut-être elle a simplement voulu voir comment tu réagissais aussi psychologiquement à ce genre de questions. Officiel, mais j'explique simplement le principe même de cette question. Et vous pouvez fouiller dans les livres, ce n'est pas écrit. Certains vont dire, oui, mais le Nazaréen a déjà dit, parfait, mais j'ai expliqué mauditement mieux que n'importe quelle personne va être capable d'expliquer ce qu'il a dit. Si on dit, oui, mais dans tel livre, j'ai déjà vu des choses qui ressemblent à ça, parfait. Maintenant, tu trouves que ça ressemble à ça. Maintenant que j'en ai parlé. Pas avant. Parce que c'est inédit. Et je tiens à préciser que c'est inédit, non pas pour me valoriser, parce que plus ça va aller, plus ce sera des choses inédites, sauf si un autre conférencier parle avec la même énergie, il donne de l'inédit. Alors évidemment, je ne fais pas référence à un autre qui fait un travail similaire. L'énergie supramentale, il n'y a pas d'exclusivité là-dedans. Exactement. Je parle au niveau de l'énergie humaine. Il n'y a pas de livre écrit de choses que j'ai dit, même Aurobindo ne l'a pas écrit, parce que ce n'était pas intelligent de l'écrire. Il le savait. Mais parce qu'il le savait, il a fait ce qu'il devait faire. Il était écologique. Il a même poussé un peu aussi. Par rapport à l'humanité, c'est présentement qu'on commence à comprendre. C'est pas son époque. Hein? Alors donc, les choses inédites, plus ça va aller, plus il y a d'hommes qui vont amener des choses inédites. Et je tiens à préciser ce mécanisme pour que si un jour vous dites des choses que vous ne savez pas d'où ça vient, que ça vous paraît intelligent, pensez pas que vous êtes fou. Vous êtes naturel, tout est parfait, et c'est l'apanage de l'homme nouveau de dire des choses qu'il ne connaissait pas. Et inédit veut dire des choses aussi que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu as lu ça quelque part? Non. T'as entendu? Non. Mais de bord, qui c'est qui te dit que c'est vrai? Je le sais. Puis ça, tout le monde vont finir par arriver par cet état de savoir. Où ils vont le savoir vibratoirement, ils vont y goûter. C'est inédit. Et je veux en parler parce que l'homme refuse de vivre cet état de choses. Je n'en parle pas pour moi, j'en parle pour vous autres. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire des choses, allez faire des choses et vous ne vous retrouverez pas. Simplement parce qu'à partir des concepts de l'homme, il doit faire des choses qu'il a appris. Ça, je le sais pas, je peux pas le faire. Mais ça, tu le sais pas, puis fais-le, tu vas apprendre. Et plus tu vas croire que tu vas apprendre en le faisant, plus tu vas le faire parfaitement quand tu vas le faire. C'est évident. Bien. Écoute cette question. Que pensez-vous de certains individus qui, sous prétexte de nous faire évoluer en nous montrant
de nouvelles techniques qui le font par amour, mais qui coûtent entre 150 et 400 dollars pour ces techniques. Bon, L'amour et l'argent. voilà. Le prix, c'est important qu'une personne paie. Pour la simple raison que la personne qui a des techniques le fait pour elle. Et elle va dire qu'elle le fait par amour parce qu'elle a été programmée comme ceux qui vont le suivre. Donc, si moi je dis que par amour, je vous aide, je fais des conférences, c'est parce que je sais, parce que je comprends, que la majorité des hommes veulent se faire aider seulement si le maître les aime. Mais moi, je ne fais pas un travail pour aider personne, je ne fais pas un travail par amour psychologique non plus, je fais un travail parce que je comprends des mécanismes et parce que moi, je fais ce travail parce que moi, j'en ai besoin. Parce que j'apprends, parce que je parle. Et je suis donc totalement égoïste dans le sens de la moralité conventionnelle. Et vous, vous êtes ici pour vous autres. Vous êtes donc aussi égoïste que moi. Et au niveau d'homme nouveau, vous êtes aussi intelligent que moi. Bon. Et automatiquement, on fait un échange. La personne qui a des techniques, la personne qui passe son temps, la personne qui travaille, est-ce qu'elle devrait donner des choses gratuitement? Tu as déjà fait l'expérience, François, où tu donnais des cours qui avaient quand même une certaine valeur à l'époque? Où j'étais dans une conscience spirituelle, je faisais ça gratuitement. Exactement. Et quand tu as monté ça à 120 $, tu as eu plus de monde sérieux, plus de monde intéressé, et le monde venait fréquemment. Je perdais plus mon temps, eux non plus. Exactement. Alors, ça t'a permis de faire quoi? Ça t'a permis, premièrement, d'arrêter de faire du temps supplémentaire à tout partout, d'arrêter de vendre les jouets de tes enfants pour pouvoir continuer par amour à faire un travail. Tu as monté ça à 120 $ et tu as commencé à acheter des nouveaux jouets à tes enfants. Tu as commencé à aller dormir un peu comme tout le monde. Tes cours étaient meilleurs parce que tu étais en meilleure forme. Motivé. Et motivé et tout ça. Et à un moment donné, ben, ta femme, elle a commencé à penser que c'était au moins intelligent parce que Christy a commencé à manger elle aussi. Dans l'ésotérisme, avec une conscience spirituelle, c'est difficile de vivre. C'est surtout de ça qu'il faut se débarrasser. Évidemment. Pas tellement le point de vue que c'est plus ou moins efficace ou Non, mais là, intéressant. je vais y en arriver. Mais c'est mais je cette veux juste quand conscience même... spirituelle-là. Ah, effectivement. Mais quand même, c'est intelligent que l'homme crée un échange d'énergie lorsqu'il fait quelque chose. Alors, si, par exemple, on va dans une école, prenons un exemple, la méditation transcendantale. Qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, ça n'a aucune importance. Ça, c'est à la personne qui va là de le déterminer. Alors, on va charger jusqu'à 5 000 $. Maintenant, est-ce que c'est exagéré? Ben, si ça te rapporte pour 5 000 $, c'est pas exagéré. Si ça te rapporte pour 52 cents, puis que tu as payé, c'est pas la faute de la méditation transcendantale, c'est de ta faute à toi. Et si ça te rapporte pour 6 000 $, tu es en dette énergétique. Pas moralement, mais il va falloir que tu fasses quelque chose. Sinon, karmiquement, tu vas finir par payer pour. Alors, il y a un échange d'énergie. La personne qui ne vit que par amour, quelle est la connaissance ou non, d'ailleurs, elle a une connaissance limitée si elle ne vit que par amour, mais elle peut avoir une connaissance quand même, elle ne pourra pas la communiquer longtemps si on ne l'aide pas à vivre. Ça, il y a un débalancement dans l'énergie, dans le rapport, là. Exactement. Alors, on ne peut pas dire, ben oui, mais vous chargez 7 $ pour les conférences, et alors, ce que vous avez reçu gratuitement, vous devez le donner gratuitement. Parfait. Vous avez la vie gratuitement, puis vous payez les médecins. Hein? Bon, vous faites plusieurs choses que vous avez gratuitement et vous le dilapidez. Alors, moi, ce que je fais ici, c'est que je permets, dans un échange énergétique, ça me permet, moi, de pouvoir faire un autre travail qui me permet à moi de pouvoir venir m'asseoir ici en avant, au lieu d'être assis avec vous là, et de pouvoir faire un travail que vous n'avez pas le temps de faire parce que vous êtes occupé à faire d'autres choses. Alors, si je fais le même travail que vous, je m'assois avec vous ici et j'écoute un autre. Et je vais payer pour que l'autre puisse continuer à travailler dans le sens où il fait. Et si à un moment donné, on a un séminaire, la personne qui vient et qui vient juste têter de l'énergie, et elle s'en va, moi j'ai perdu mon temps avec. Et j'ai perdu de mon énergie parce que c'est moi qui parle, c'est moi qui travaille énergétiquement, je travaille. Alors que vous fassiez des meubles et que vous rentriez chez vous fatigué, vous allez dire, mon patron, il me vole parce qu'il me donne juste 5 $ de l'heure. Alors moi, je travaille moins. Mais c'est un rapport d'énergie. C'est tout à fait normal qu'une personne qui risque sa vie régulièrement ait un peu plus d'argent parce qu'énergétiquement, elle doit vivre le temps qu'elle ne vivra pas. Elle doit le vivre un peu mieux. Que ce soit un policier, que ce soit n'importe qui dans le genre. C'est tout à fait normal. Alors, si on parle au niveau d'un échange d'énergie en termes d'amélioration ou d'évolution, alors là, c'est la même chose. Moi, je donne mon énergie à la condition que l'être veuille bien la recevoir. Et si l'être veut travailler réellement sur lui, il va se découvrir. Et s'il vient juste pour passer le temps, pour avoir de l'émotion, pour avoir un trip spirituel, quand il va s'en aller, j'aurais pas perdu mon temps. Parce qu'il va avoir payé pour.
Donc, il y a un échange d'énergie. Et lorsque cet échange d'énergie-là est fait intelligemment, l'énergie de l'argent qui serait donné doit servir à la même énergie. Moi, cet argent-là ne va pas dans mes poches. Je ne suis pas payé pour faire mes conférences, puis je ne suis pas payé pour faire mes séminaires. Par contre, je permets à un endroit d'exister, qui est le centre de l'universalité. D'autres conférenciers font la même chose, ils ne sont pas plus payés que moi. Et on a un échange d'énergie équitable qui me permet de faire d'autres choses et qui permet au centre d'exister pour pouvoir faire quelque chose d'intelligent, de constructif. Alors, c'est tout à fait normal qu'on graisse un gourou ou qu'on graisse un endroit ou qu'on donne parce qu'on comprend l'intelligence de l'échange d'énergie. Parce que c'est sûr que lorsqu'on regarde un appareil que tu achètes qui coûte 50 cents à produire et que toi, tu payes 50 $, tu te plains. Mais ça permet à combien de personnes de pouvoir travailler pour te le fournir et de pouvoir vivre? Alors, c'est sûr que si tu es exploité, c'est ton affaire. Mais tu es exploité par rapport à ce que tu reçois. Si quelqu'un, par exemple, le séminaire PMC, il coûte de l'argent. On l'a déjà fait pas cher. Ça valait rien. On a juste augmenté le prix. On n'a rien changé dans le cours. Ça vaut mauditement plus. C'est extraordinaire. Mais là, la personne, elle prend ça sérieusement. Il y a un échange d'énergie. Moi, j'ai passé tant de temps à ramasser mon argent. Je vais donc essayer au moins de récupérer l'énergie que j'ai mis dans le travail pour avoir l'argent dans un séminaire. Et ce qui est tout à fait normal, la personne se prend en main. C'est normal qu'elle paye. C'est sûr qu'à un moment donné, si une personne paie et qu'elle n'a pas l'énergie, comme le centre ici, c'est pas compliqué, une personne qui s'engage dans n'importe quoi, que ce soit le séminaire de Gematria, que ce soit n'importe quoi, si elle n'est pas satisfaite à son goût, elle va voir Mario Gosselin et elle lui dit « je suis pas satisfait ». Mario lui demande « alors, je te rembourse ou bien non, tu veux poursuivre ?» Puis on a des moyens d'arrangement. « Mais j'aimerais mieux être remboursé. » Parfait. On veut même pas savoir pourquoi, on veut aucune raison. C'est son affaire. Si elle vole, qu'elle vole, c'est son affaire. Elle se coupe les portes, c'est son affaire. Mais nous autres, on rembourse, on veut même pas savoir pourquoi. Elle envoie une lettre, elle veut être remboursée, elle reçoit un chèque par par le retour de courrier. On veut rien savoir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas construire si on commence à voler. Il doit y avoir un échange d'énergie. Tu es venu, tu n'as pas reçu ce pourquoi tu as donné, alors on te remet ce qui te manque. Et si tu as reçu, c'est parfait, on travaille ensemble. Mais ici, au centre, on comprend l'intelligence de l'échange d'énergie, tandis que la majorité des êtres qui le font par amour ne le comprennent pas. Alors, il y en a qui sont pauvres comme c'est pas possible, puis il y en a qui sont milliardaires comme c'est possible. Alors, de toute façon, c'est pas en allant au PMC qu'on va faire un trip spirituel. Hein, les gens qui cherchent un trip spirituel, c'est pas là qu'ils vont le trouver. Ils vont chercher un remboursement. Par contre, s'ils veulent travailler, puis s'ils sont prêts à se prendre en main, puis etc., il va se passer des choses. C'est sûr. L'homme nouveau ne croira pas aux horoscopes, par exemple. Est-ce que ça veut dire que l'horoscope n'est pas vrai? Non. Non. L'homme nouveau ne croira pas tout court, premièrement. Donc aux horoscopes, entre autres. L'horoscope, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne en maudit. La seule chose qu'il y a, c'est que les astres, lorsqu'ils sont bien interprétés, parce qu'évidemment, l'horoscope, il faut bien comprendre que le phénomène de manipulation des astres sur la psychologie de l'homme, surtout, c'est vrai. Sauf que l'interprétation que l'on en fait pour déterminer les manifestations, les influences dans la psychologie de l'homme, ça peut être plus ou moins juste, puis plus ou moins injuste. Mais ça ne change rien à la manipulation des astres. Lorsque je faisais de l'ambulance, on savait très bien que dans certaines époques de l'année, et surtout au niveau des pleines lunes, donc des changements lunaires, on avait beaucoup plus d'appels, de tentatives de suicide. Alors la personne ne regarde pas le calendrier. Ah ben merde, c'est la pleine lune, crime, faut que je me suicide à ce soir, moi là. Fait que là, elle s'ouvre les veines, puis après ça, le téléphone, demander de l'aide. C'est pas ce qu'ils font. Ils se laissent aller, et au fur et à mesure que les astres se promènent, leur degré d'énergie psychologique tend à s'en aller vers une dépression, donc ils en manquent. Et à un moment donné, leur ego n'en a plus suffisamment autour d'eux, ce qu'on appelle une dépression, il en manque. Et ils vont être poussés à être manipulés par des formes astrales extrêmement basses. En l'occurrence, le suicide ou ces choses-là. Prendre de la boisson, se droguer, se chicaner, etc. Alors ça fonctionne. Sauf que l'homme nouveau, par la transmutation de son énergie émotive, de son énergie astrale, de son énergie psychologique en énergie supramentale, n'est plus assujetti au mouvement des astres. Donc, il ne peut pas être assujetti à l'horoscope. Ce qui fait que pour l'homme nouveau, il n'a pas de signe de naissance, il n'a pas de caractère de naissance, il n'a pas d'ascendant au niveau de l'astre,
il n'est pas relié à l'astrologie, ni à la psychologie. Alors, il est beaucoup plus relié à l'astrogonie, si on peut dire, à l'astrosophie, à la psychosophie et à la psychogonie, qui est un rapport non plus entre l'astre et entre les interrelations des astres sur l'homme et sur la planète Terre, mais c'est des relations qui vont être beaucoup plus cosmiques que planétaires ou astrales dans le sens des astres. Alors, l'astrologie, ça fonctionne. Est-ce que l'astrologue donne une bonne interprétation? Ça vous regarde et ça regarde l'astrologue. Mais c'est évident que l'homme est manipulé par les astres pour différentes raisons, sur lesquelles on pourra revenir. De toute façon, on n'aura pas le temps. D'ailleurs, c'est évident qu'on n'a pas le temps, c'est fini. Mais l'homme nouveau sait que ça fonctionne, sauf que lui en est libéré. Et vous ne devez pas lire vos horoscopes. Vous ne devez pas lire vos horoscopes parce que tant que vous allez vous assujettir à savoir ce que vous devez faire, vous n'arriverez jamais à décider vous-même et à vous prendre en main. Alors que ça marche ou non, c'est pas la faute des astres. C'est la faute de l'homme. C'est un désastre pour l'homme. Oui. Daniel, on te remercie beaucoup. Merci. Ça a été un bon échange d'énergie.